Eh ben merci. Bah merci à toi, c'était très cool. Putain, c'était... T'as digué, hein? Ouais. T'as digué des trucs, je ne m'attendais pas du tout. En préparant cette interview, je suis tombé sur un truc que j'ignorais et qui m'a fait marrer. Quoi? C'est ton premier film américain là, pour Netflix, de Matthias Schweighofer. Schweighofer. Un film qui s'appelle Army of Thieves. Ouais. Et alors, il y a une interview de ce réalisateur, donc c'était ton premier film en anglais, et il dit... C'était chaud, hein. En parlant de toi, hein, il était si stressé qu'il parlait à toute vitesse. Je lui ai dit de prendre une pause, d'aller regarder comment Russell Crowe prenait son temps pour réciter son monologue dans Man of Steel. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries hein C'est vrai, c'est vraiment vrai. Il était dit, va voir Russell Crowe. Et du coup, j'ai arrêté la scène, j'ai regardé Russell Crowe. Ah ouais, exact. C'est hyper bizarre. Ah non, mais laisse tomber, j'ai pas eu beaucoup de temps. J'ai dit oui, parce que je voulais vivre l'expérience du truc. Donc du coup, j'ai eu 2 semaines. Mais avec le niveau d'anglais que j'ai à la base, il fallait 4 mois, en vrai, pour être détente. Ouais. Donc j'avais une coach d'anglais qui était là, sur le plateau, et j'avais lui qui me dirigeait. En fait, les scènes se coupaient. Ok, Jonathan, TH. L'autre, il me disait more intense. Donc j'étais entre... Le cerveau, il était séparé en 2. J'avais une qui me disait que mon accent était nul. L'autre, il disait moi... Et t'es perdu. Quand il me parle de Russell Crowe et de Batman, tout ça, Man of Steel. Man of Steel, en fait, c'est les gens, ils se regardent comme ça. Ils sont méga intenses comme ça. Il n'y a pas de clignement d'yeux, ils prennent leur temps. Et du coup, genre, il y a de la force qui sort de là. J'ai compris ce qu'il voulait dire et il a certainement raison. Mais après, bon, là, je pense que la scène, c'était pas une scène à la Russell Crowe Batman. C'est une autre facette de Jonathan Cohen que vous allez voir dans cette vidéo. Je savais qu'il était drôle, très drôle même, mais j'ai voulu en savoir un peu plus sur sa vision du cinéma. Je regarde surtout, moi, le montage. C'est surtout ça, moi, que je regarde. J'ai donc discuté avec lui de son métier à l'occasion de la sortie en salle de L'âme idéale, réalisé par Alice Vial, dans lequel il joue aux côtés de Magali Lépine-Blondeau. Un rôle plutôt dramatique et une interview sans doute un peu différente de celle que vous avez déjà vue de lui. Il y a un truc avec toi en tant qu'acteur qui est frappant, c'est ta voix. Ouais. Alors je sais qu'en plus quand tu étais plus petit, je crois qu'elle était assez aiguë, enfin tu n'étais pas très fan de ta propre voix. Non, j'ai mis longtemps à muer, je crois. Pendant très longtemps, j'ai eu une voix aiguë, on pense, au téléphone on pensait que j'étais une fille. Ah bon? Ouais, j'aurais pensé que je peux me passer ton frère ou des trucs comme ça. Donc en vrai, non, j'étais un peu comme ça. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un truc qui te caractérise. C'est pas que ta voix, c'est ton phrasé, quoi. T'as un génie comique déjà. Et dans la voix, ça participe quoi, de la drôlerie, quoi. Bah ouais, mais la voix, c'est un truc qu'on travaille ou c'est... Non? Je sais pas. Tu as doublé des films, et notamment, tu as doublé Brad Pitt dans Burn After Reading des frères Cohen. Manolo a trouvé ce CD qui traînait dans les vestiaires. Et tous ces fichiers, putain! Tu devrais mettre un mot dans le vestiaire des dames. Un mot? Oh! Quelqu'un a perdu les dossiers secrets de la CIA? Non, franchement... Ah, c'est incroyable. Le pauvre, je l'ai saboté. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a... Ma voix, elle a rien à voir. Après, il joue un mec un peu teubé dedans, donc je pense que c'est pour ça Non, ça marche, mais le voir aujourd'hui, ça fait... Non, mais c'est bizarre. Mais ouais, je me souviens et tout. Parce que je pense que le mec qui fait Brad Pitt habituellement... Je sais pas, il avait demandé trop cher, donc ils avaient fait un recasting sur truc. Et donc je me retrouve là-dedans, le mec me prenne et tout. Il pensait que ça collait avec l'image, qu'il y avait la comédie qu'il fallait. Et puis après, voilà, je l'ai eu. Et puis après... Mais j'ai fait beaucoup de doublages. Moi, j'ai fait beaucoup de doublages, j'ai fait beaucoup de pièces radiophoniques sur France Culture. C'était quand, ça? Tu te rappelles? C'était la période Ouais, c'est 2006, 2005, 2007... Mais c'était trop bien parce qu'en fait, tu fais des jobs comme ça, c'est trop cool. Tu gagnes ta vie d'acteur, c'est trop cool, quoi. Je trouve que ton humour, dans ce que tu fais, c'est français, mais c'est pas le type comédie française, quoi. Il y a un truc qui est plus influence un peu anglo-saxonne, bien quoi. Sûr. Ouais, et c'est assez rare, quoi, dans le cinéma français. Je trouve que. Mais en fait, on a ce truc-là un peu, toute une génération qui a été biberonnée. Et j'étais très fan des films de Will Ferrell, mais j'étais très fan de The Office. The Office anglais, The Office américain. En fait, il y avait Ricky Gervais ou Steve Carell. Enfin, en tout cas, il y avait une rythmique de comédie qu'on a tous aimé profondément, qui est devenue, vu que maintenant tout voyage et tout, et que en fait on se reconnaissait tellement dans cette rythmique. Mais tu vois, tu dirais ça à Ninet, il dirait la même chose. Il a une rythmique très anglo-saxonne, Pierre aussi, tu vois. Où, ça se manifeste comment? C'est dans les ruptures de rythme. Ok. C'est que dans les ruptures de rythme. Là-dessus, ou Civil aussi, tu vois. Tu vois, des gars qui font « ouais, non, je pensais que... ah, ouais, non, pas du tout ». Tu vois, des trucs comme ça qui sont très anglo-saxons, des rythmes de rupture et tout, mais que nous, on adore. Et des choses de malaise et
Donc tout ça, c'est vrai que c'est des rythmiques exceptionnelles qui ont façonné un peu, je trouve, l'humour des années 2000 jusqu'à maintenant. C'est générationnel, quoi. Ouais, c'est générationnel, et puis surtout, c'est des bases. Et après, tu t'aperçois, quand tu grattes un peu plus loin, qu'il y a déjà ces rythmiques-là. Dans les films de Lubitsch, Ouais, bien sûr. t'as ça dans To Be or Not To Be, ou Shop Around the Corner. Waouh, comment ça joue rapide, les ruptures sont folles. Complètement. Et donc, en fait, c'est des ruptures, en fait, c'est des rythmes de comédie. C'est des rythmes de comédie, mais qui datent d'il y a très longtemps et qu'on avait même en France, en fait. Par exemple, Poiret, qui est quand même un des grands réalisateurs de comédie, tu vois, le rythme de comédie sur Les Visiteurs ou Opération Corned Beef, Ouais. ça va à 3000 à l'heure, le rythme, il est Ouais. pa. Et du coup, les ruptures, tu vois, il y a des rythmes comme ça qui datent d'il y a très longtemps, mais qui marchent magnifiquement pour la comédie. Moi, j'adore Lubitsch, j'adore To Be or Not To Be particulièrement. Ouais, c'est un et en fait, chef-d'œuvre, je ouais. trouve que en fait, le rythme a mieux vieilli que certains films des années 80. Complètement. Et je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je te parle de Ouais. ce film, c'est que vraiment, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Oh, j'ai pris une claque de tout, de rythme, de comédie, de rupture. Tu dis, wow, oh, il n'a pas vieilli le film, vraiment. Notre génération, c'est YouTube. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de YouTuber qui a vraiment cartonné au cinéma. Est-ce que c'est une affaire de temps ou est-ce que... Oui, c'est l'affaire de temps. Et puis, Peut-être que c'est deux médias différents aussi. Hein. non, mais tu vois, Mister V qui fait son film et qui fait un film tu vois, d'ampleur, je trouve que c'est super tentative avec son humour et c'est trop bien. Après, il y a YouTube, c'est beaucoup d'entertainment aussi. Ouais. YouTube, tu vois, Squeezie, voilà, c'est de l'entertainment de fou avec des prods de dingue. Après, il y a ceux qui font des sketchs ou des choses comme ça qui restent quand même humoristes et tout. Mais il y a, je sais pas, quand les gens auront les velléités de raconter des histoires sur des longs formats, et oui, moi je pense qu'ils vont réussir. Tu es un des premiers acteurs, je trouve, de premier plan à avoir fait autant de trucs Ouais. YouTube. C'est toi qui as inauguré L'Imposteur de Squeezie, Hot Ones, Kian Kojandi, c'est toi aussi. Ouais. Et il n'y a personne qui t'a dit non, fais pas trop de YouTube, ça va pas être bon pour ton image ou quoi, ou tu t'en fous. J'en ai rien à foutre. C'est un endroit où je me suis éclaté, où j'ai rencontré des gens où en fait j'ai rencontré des gens déments, trop drôles. McFly et Carlito aussi, que j'ai pas cité. McFly et Carlito. C'est un endroit où tu te marres. C'est pour ça que YouTube, ça a pris une telle place, c'est que c'est un endroit de fun. Et c'est quand même des choses. C'est trop bien d'avoir du fun en fait, avec des gens trop smart, hyper drôles, avec lesquels tu t'entends trop bien, avec qui tu es trop content d'être là, de partager un moment. Moi, je trouve que c'est le meilleur endroit. D'ailleurs, tout le monde y va, mais c'est trop marrant, ça a pris du temps. J'ai lu un autre interview, alors il y avait une interview croisée de toi et Raphaël Quenard, Ouais. avec Les Inrocks, c'était il y a 2 ans je crois. Et c'était parce que vous avez joué ensemble sur Family Business, la Ouais. série. Ouais. Et Raphaël Et dans Sentinelle aussi. il disait un truc, Raphaël Quenard, et Ouais. à l'époque c'était pas, il débutait, hein, Raphaël Quenard. Ouais. Et il disait, mes premières prises étaient un peu bancales. Joe, donc c'est toi, Joe m'a isolé sur le plateau, il m'a dit des trucs sur l'enjeu shakespearien de la scène. C'était la première fois qu'un lead acteur m'aidait comme ça m'a marqué. L'enjeu shakespearien de la scène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais c'est-à-dire qu'il avait, parce que le rôle s'y prêtait, il avait, on va dire, des enjeux forts. C'est quoi un enjeu, qu'on comprenne? L'enjeu, c'est l'enjeu du personnage, c'est-à-dire que ce qu'il se joue, en fait, ce qu'il a, lui, à miser dans la scène, en fait. Et comme dans Family Business, il y avait un rapport à sa mère, enfin voilà, qui était la big boss, et qu'en vrai, il essaye de s'affranchir, et c'est des situations de tragédie grecque, en fait. T'as ça beaucoup dans des situations de tragédie grecque, t'as ça dans Racine, t'as ça dans Shakespeare, t'as ça chez plein d'auteurs qui ont fait des textes complètement fous, et qui nous inspirent encore aujourd'hui. Tous les scénarios qu'on voit, on est sur parfois des matrices de tragédie grecque. Et donc du coup, à ce moment-là, ce qui jouait, c'était effectivement, il y avait un enjeu très très fort par rapport à sa mère. Et moi, juste parce que j'aime énormément Raph et que c'est mon pote et que je le voyais, qui cherchait, j'essayais de lui remettre cet enjeu-là dans la tête et j'ai vu que ça l'avait aidé et c'est cool. On parlait de l'enjeu shakespearien avec Raphaël Quenard, mais je crois qu'en plus Shakespeare, c'est pas tout à fait anodin, c'est que je crois que tu t'étais pris de passion pour Shakespeare au conservatoire, c'est ça? Ouais. C'est d'un coup D'un coup. Non, mais c'est une vraie rencontre avec un auteur. C'est un peu con comme question, mais... Non, mais en fait, d'un coup, c'est très marrant. Tu sais, moi, je suis arrivé au conservatoire, j'avais que 2 ans de théâtre dans les pattes, donc c'est-à-dire rien. Je connaissais
rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. J'avais pas de culture théâtrale. J'avais pas une énorme culture. Non, j'avais une culture cinématographique. J'étais cinéphile. J'étais allé voir beaucoup de films. Et c'est vrai qu'une fois, il y avait, comment on appelle ça, une prof d'histoire du théâtre qui était là, nous demandait un peu les pièces qui nous avaient genre marqué et tout. Moi, j'avais rien dans le panier. Vraiment, j'avais. Je parlais des films avec De Niro, Pacino. Enfin, je veux dire, on était de ce degré-là. Et donc, mais j'ai senti qu'il y avait un gap entre d'où je venais et ces gens qui veulent faire du théâtre depuis très très longtemps. Et ils ont fait des études, ils ont fait des choses liées à ça. En plus, il y en a qui sont, je crois qu'il y a Lou Garrel, il y avait... Ouais, mais alors lui, il était de promo au-dessus de moi, mais dans ma promo, qui était une promo exceptionnelle et tout, mais il y avait beaucoup de gens très intello, mais c'était leur cursus, tu vois, ils venaient d'Hippocane, Cannes, et effectivement, ils avaient une vraie culture théâtrale. Moi, j'arrivais, j'avais rien, donc j'ai eu un problème de légitimité. Je me dis, attends, est-ce que j'ai le droit d'être dans cette école ? Vu que moi je l'ai passé en pensant que, je sais pas, moi j'étais dans Rocky, je me suis dit, il y a un concours, je vais passer, je vais voir ce que je vaux, et en vrai, je l'ai eu, première surprise, et après effectivement, je dois être dans l'école, et du coup, tu te compares, tu dis, ah ouais, putain, on n'a pas la même culture, mais en même temps, c'était ma force, et c'est vrai que je me suis, c'est quand même la force de ces écoles d'art, tu te cultives, tu lis, tu apprends, et effectivement, Shakespeare, c'était une grande tarte, mais comme l'a été Tchekhov, comme Racine, tout ça, enfin en tout cas tu te prends une charge et puis plein d'autres choses. Et puis il y a eu des profs incroyables qui te font évoluer. Tu te rappelles le concours d'entrée, qu'est-ce que tu joues ? Ouais. Concours d'entrée, je passe Titus Bérénice de Racine, après je passe un Feydeau. Et après, j'avais une carte blanche, mais ils m'ont pas laissé la faire. Et Dieu merci, ce qui a été nul. Et moi, je pensais que c'était un chef-d'œuvre, un truc de nul où je jouais un faux flic. Enfin bref, vraiment ouais, pas loin, mais pas loin, vraiment pas loin de wouhou. Aimez-vous bordel, c'est pas compliqué quoi là. Mais non, je ne suis pas François Cluzet, ceci est une descente de police. Bien joué Joe. J'étais déjà dans wouhou à l'époque. Et après, j'avais passé une scène de Duringer qui s'appelait Baltrap, de la pièce Baltrap. Et puis après, bref, j'ai passé un truc. Là où tu es très 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 fort, c'est sur les impros. Moi j'ai une question simple, c'est comment on fait pour réussir une impro ? Faut se laisser glisser. Il faut lâcher prise. Il y a un truc, un moteur. D'ailleurs, tu vois, là c'était pour Bref 2. Ouais. Ils m'ont demandé de revenir. C'est un moteur qu'il faut l'utiliser pour qu'il tourne. Ah ouais. Ouais. Et là, tu vois, je devais redémarrer le moteur et il m'a fallu un peu de temps avant de retrouver l'esprit, les connectiques de cerveau, parce qu'en fait, tu sais tellement pas comment ça marche, mais tu as des connectiques qui se font comme ça dans le cerveau, où d'un coup, une idée en amène une autre, un truc, nanana. Donc en fait, c'est un truc qui te dépasse, mais les connectiques. Et là, en vrai, comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'impro, ou de trucs comme ça, le moteur, il était un peu à froid, donc il a fallu le réchauffer un peu avant d'y retourner. Mais j'étais... ouais. Il y a sur La Flamme et le Flambeau, notamment avec Pierre Ninet, qui lui aussi est très fort en impro. C'est un génie de l'impro, mais comme Civil. Ouais. C'est des diables. C'est des diables de l'impro et on adore faire ça. Et puis en vrai, comme on se connaît pas mal et tout, il y a eu des périodes où... faut pas partir en vacances avec nous parce qu'en vrai on fait que des impros et on est relou, mais on adore partir sur des impros il faut avoir une confiance en soi énorme quand même, non ? Pour accepter de rentrer dans le truc ou sans forcément savoir où on va ou... Mais c'est ça qui est kiffant, c'est de pas savoir où on va et de voir où ça atterrit. Et c'est ça la joie de l'impro, c'est-à-dire que tu sais pas, tu commences sur un truc et on voit comment ça termine. Tu cherches, en tout cas pour Serge, avec Kian et Navo, c'était ça, c'est qu'à un moment donné, quand c'est devenu le programme à part entière qui s'appelait Serge, il fallait en tourner 3 ou 4 par jour. Ouais. Bon, c'est une autre dynamique, tu vois, donc on avait nos thèmes, on avait un peu tout ça, on savait ce qu'on devait faire à peu près dans l'arche, mais après tu pars et quand tu es dans un bon jour, dans un bon truc, boum, ça sort, les gars réajustent. Et parfois, quand tu es un peu à sec, ce qui arrive, parce qu'on est des êtres humains, Dieu merci, ils étaient derrière à essayer de donner du grain pour que les connectiques se refassent pour poum, et trouver le truc, tu vois.
Est-ce que ça demande une bonne hygiène de vie? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que tu peux être bon en impro si la veille au soir, tu t'es boit la gueule à 4h du matin, quoi? Ouais, je pense que ça veut rien dire. Pour le coup, on n'est pas les footballeurs là-dessus, tu vois, on peut y aller. Mais non, parce que surtout, je pense que alors, faut être en forme, oui, il faut pas arriver, c'est pas mon cas, hein, mais en vrai, oui, c'est bien d'arriver en forme, mais après, si tu l'es pas, justement, parfois, quand tu es fatigué, bah, tu peux faire des bonnes performances. Ça arrive parfois au théâtre, où tu es fatigué, tu dis ah ouais, ce soir, putain, je sais pas comment je vais faire, et d'un coup, bah, justement, parce que tu es fatigué, tu as un lâcher-prise. Et ça roule. Je me demandais aussi par rapport au public. C'est valable à la fois pour le scénario, pour la réalisation, même pour la production. Ouais. À quel moment tu penses au public? Bah, très souvent en fait. Pas ce qu'il va aimer, mais est-ce que ça va le surprendre? Est-ce que bon, les gars, c'est là, on l'a déjà vu. Est-ce qu'on ne tenterait pas un truc? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tu vois, on essaye de se challenger par rapport à. On va quand même le donner au public. Donc, essayer de lui donner quelque chose de surprenant. Donc, prendre des risques, ça veut dire. Ça veut dire prendre des risques à proposer quelque chose qui te semble nouveau. C'est marrant que tu dises ça parce que moi, il y a un des films dans lequel tu as tourné que j'aime beaucoup. Ouais. C'est Énorme de Sophie Le Tourneur, qui est un sorte d'ovni, qui est une comédie, mais un peu documentaire, un peu waouh. Sophie Le Tourneur. Voilà, les gens qui l'ont vu comprennent un peu ce dont je parle. Ceux qui ne l'ont pas vu, je les invite à le voir. Ouais. Et pour le coup, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire que tu te dis, OK, on va surprendre le public. Enfin, à un moment donné, le public est déstabilisé. Mais ce que j'ai vu, moi, sur Allociné, par exemple, c'est que Critique Presse de Énorme, c'est 3.7, ce qui est beaucoup. Ouais. Critique Spectateur, c'est 2.2. J'ai l'impression qu'il y a une partie du public qui est venue pour voir Serge Le Mito. Et en fait, ils se sont retrouvés avec un autre univers. Et ils ont été désarçonnés. Ouais, je comprends. Mais c'est. Est-ce que le public a toujours raison? Non, mais c'est pas ton qui a raison qu'il a tort. Il réagit comme il réagit et il a. Enfin, on n'a pas de maîtrise. C'est eux les boss là-dessus. C'est vrai. Après, moi, je trouve ça cool de toujours leur proposer quelque chose, d'essayer de leur proposer quelque chose de nouveau, de travailler à ça, parce que tu peux te planter et à un moment donné, ça peut se rencontrer. Mais au moins, il y a la volonté je trouve ça assez beau d'avoir cette volonté quand même de leur proposer des choses qui sortent du commun. Je pense très souvent à ça. Toi, tu regardes quel souvenir d'ailleurs d'Énorme? Incroyable. En fait, c'était incroyable parce que c'était un tournage qui devait durer, 1 mois, il a duré 3. Ah ouais. C'était complètement fou. Mais en même temps, Sophie Le Tourneur, elle est géniale et ça reste quand même une expérience dingue. Dans le même registre aussi de surprendre le public, il y a plein de trucs que tu as fait. Il y a un truc moi qui m'a fait mourir de rire, c'était les fausses pubs, notamment les fausses pubs L'Oréal. Agent. Oui. Vous avez un problème de cheveux blancs. Quoi? Je dois sauver le président? Non, de cheveux blancs. Mais oui, j'ai vu ça ce matin, j'ai pas compris. Il lui fait un mauvais rêve. Ah, attendez. Nouveau One Twist coloration de L'Oréal Men Expert. Twisté, secoué, craqué. J'ai secoué 2 fois, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. En 5 minutes, une couverture indétectable des cheveux blancs. Mission accomplie. Nouveau One Twist coloration de L'Oréal Men Expert, parce que vous le valez bien. Il y a 2 personnes qui me suivent depuis tout à l'heure. Je sais pas qui c'est. Je me demandais, je me suis dit, comment on peut se servir des pubs pour faire notre pub de la série. En fait, c'était ça. Je me suis dit, j'ai fait un songe comme ça où je me dis, je veux être dans toutes les pubs avant le programme. Pour préparer, pour déjà mettre de la comédie avant la comédie. Et surtout, c'était comment les utiliser eux pour... Ouais. Mais c'était un win-win parce qu'en même temps, après, c'est des pubs qui duraient 2 mois. Elles étaient que pour le temps du format. Ouais. Donc, elles n'avaient pas d'autres... velléité, c'était pas un truc sur 1 an, donc c'était et puis surtout, tu dois exister. Nous, la flamme, personne ne l'attendait, la flamme, ou le flambeau, donc en vrai, je me suis dit, comment, le flambeau, oui. Le flambeau, oui, pardon. Mais la flamme, personne ne l'attendait. Ouais. Donc il fallait, je me suis dit, comment faire kiffer les gens avant de les faire potentiellement kiffer ou pas, tu vois. Ouais. Et je voulais qu'il y ait l'ADN déjà de la série, à un endroit où normalement c'est pas fait pour. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la première fois que je l'ai vu, moi, je vois L'Oréal, avec un produit L'Oréal, avec le logo L'Oréal, et puis je vois Jonathan Cohen, je me dis, ah ok. Et puis en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il faut 3, 4, 5, 10 secondes pour qu'on comprenne que c'est un pastiche. Mais au début, c'est tellement bien fait qu'on a l'impression que c'est une vraie pub. On voulait que ce soit les pubs, qu'on y croit à ces pubs. Ouais. Et les marques, ils ont été réceptives. L'Oréal, ils n'ont rien dit au début ou... L'Oréal, franchement, c'est ceux qui ont dit oui
quasiment tout de suite. Non, après il a fallu chercher les autres. Au début, non, personne. Non, il fallait les chercher, les trouver. Et comme en plus je voulais qu'elles passent les unes après les autres, pour qu'on comprenne la blague, qu'on se dise pas tiens qu'est-ce qu'il fout dans une pub L'Oréal lui, et qu'en fait on comprenne en fait que ce personnage-là est dans les pubs. Donc il fallait en cumuler au moins 3. C'était la première fois, c'était 3. Mais et ça avait tellement bien marché comme idée de stratégie de marketing ou trucs comme ça, genre ça faisait partie des choses qui étaient étudiées après dans les écoles qui sont dédiées à ça. Mais et effectivement la deuxième année, enfin quand on a fait le Flambeau, bon là il y avait plus aucun problème pour trouver des gens. Mais la première fois fallait leur dire faites-nous confiance, en fait c'est super, ça va être drôle et tout. Et c'est toi qui les as écrites? Qui faisait quoi? On a tout écrit. Quand tu dis on, il y avait Jérémy Gaillon qui a écrit, et puis après sur les deuxièmes pubs c'était Jean Toussaint, Bernard et moi. Ouais, qui a écrit aussi d'ailleurs L'âme idéale. Exactement. Qui est à l'origine de l'idée de L'âme idéale. Exactement. Et Jean Tou et moi on a écrit toutes les premières pubs. Mais voilà, donc en vrai, on les a réécrits vite, on les a tournés vite, on les a montés vite. Ouais. Avec des budgets de 40 balles, parce qu'en vrai, franchement, c'est bien fait. On peut pas avoir le truc, mais c'était assez étonnant, parce que quand ils voyaient les pubs, ils disaient « Comment ça vous a coûté ça ?»« Ah ouais pourquoi ça nous a coûté aussi cher, nous ?» Donc en fait, c'est un autre monde, vu que nous, on doit faire tout dans le... Nous, ça durait 1 heure pour la tourner, la pub, tu vois, comme on tourne un sketch, en vrai, tu vois. Ouais, c'est un peu comme les nuls, quoi, à l'époque. Oui, c'est ça, mais en vrai, la DA des nuls, elle est toujours incroyable. Elle correspondait toujours au bon ton des pubs, à la bonne DA des pubs. Donc en vrai, nous on a fait un peu pareil. On avait les bons éléments qui nous avaient prêtés aussi, tu vois, à certains endroits. Mais oui, on les tournait vite, fallait les tourner vite. Vous avez ce qu'il faut? De quoi faire des strips? J'ai des vêtements que je peux enlever si c'est vraiment nécessaire. Oh, j'adore. Et quand tu loues ta garde, toi? C'est un bon souvenir apparemment. Le bus devant vous a freiné d'un coup. C'est un accident grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'enchaînement des faits. Pourquoi vous dites grave? Le rôle que tu joues, alors je ne vais pas spoiler le film, disons que c'est une comédie romantique avec des éléments de fantastique. Ouais. Et le rôle que tu joues, il y a des moments qui sont drôles, mais dans l'ensemble, c'est pas forcément qu'une comédie, quoi. Ça passe d'un ton à l'autre. Ouais. Et je me suis dit, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est marrant, c'est pas forcément l'image qu'on a de Jonathan Cohen. Et puis après, j'ai percuté. En fait, les rôles, on a l'impression que c'est pas Jonathan Cohen. En fait, il y en a plein. Il y a Énorme de Sophie Le Tourneur. T'as le film d'Elépine et Kerven en même temps. Making of de Cédric Kahn. En fait, il y a plein de films dans lesquels tu as joué. Et pourtant, j'ai l'impression que les gens ont une image de toi, c'est Marc, Serge le Mytho, tu vois. Ouais, mais c'est cool aussi. C'est-à-dire que les personnages ont marqué les gens et ça, c'est trop bien. Mais oui, effectivement, c'est pas le premier, mais celui-là, effectivement, il a un endroit où il y a beaucoup plus de drama. Et puis de romance aussi, c'est pas des films dans lesquels on me voit souvent. Alors j'ai beaucoup aimé le film, si je l'avais pas aimé je dirais rien, mais il se trouve que j'ai beaucoup aimé, c'est très réussi. Et en plus c'est un peu casse-gueule, c'est-à-dire qu'effectivement ça change d'un ton à l'autre. C'est méga casse-gueule. Voilà, donc j'ai vu que tu as mis du temps à accepter le rôle. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à accepter le rôle parce que je me voyais pas dedans à la base. J'étais là, je dis ouais, mais je disais à Alice, parce qu'elle très vite elle me l'a proposé, je fais Alice, je pense que c'est mieux si c'est pas moi. Enfin, je sais pas, j'arrivais pas à... Et au fur et à mesure du développement du film, parce que ça fait quand même 4 ans, 4 ans, c'est long. Ouais. Donc 4 ans, tu as le temps de voir différentes versions. Et puis le film s'est étoffé. Et puis quand le film commençait à parler d'autre chose que la comédie romantique en tant que telle, et que d'un coup, c'était beaucoup plus universel et beaucoup plus dense, parce que le film, il aborde la mort, il aborde plein de questions existentielles en même temps que cette comédie romantique. Donc là, à un endroit, voilà, ça m'a touché, je me dis, j'ai envie de le défendre. Il y a un truc quand même qui est assez intéressant, c'est l'usage de la musique. Apparemment, vous balanciez de la musique pendant le tournage. Dans la ville, ouais. Ouais, pour se mettre dans l'ambiance, et c'était quoi l'idée ? En fait, la musique, c'est quand même un élément assez exceptionnel quand tu peux en balancer pour te préparer à une scène. En fait, tu te mets de la musique qui te met un peu dans le mood, dans l'ambiance de ce que tu dois jouer. Nous, on s'est servi beaucoup de la musique pour vraiment s'imprégner de ça. Il y a plein d'acteurs qui travaillent avec de la musique, en fait, il y en a beaucoup. Ouais. Ouais. C'est un truc assez... Tu veux des noms ? Il y en a plein. Je sais que Tahar Rahim, il travaille beaucoup avec la musique. Ah ouais ? Ouais. T'en as parlé avec lui, il t'a dit... Bah grave, je parle beaucoup tu vois, de métier d'acteur avec lui. Lui, je sais qu'il est méga concentré. Lui, c'est l'acteur studio.
Pas loin et pas totalement non plus. C'est sa sauce à lui. Mais il a besoin. Bon, on va parler tard, le pauvre, il n'a rien demandé. mais je sais que lui, il a besoin d'être en immersion. Il se concentre énormément. Il se met dans ses propres moods et il est très fort. Donc, mais ouais. Mais je pense que plus on grandit, plus on a chacun sa méthodologie pour essayer d'avoir les bonnes émotions au bon moment. Lui, il joue aussi vachement sur le physique, quoi, sur son corps. C'est dingue. Toi, c'est un truc qui t'attire, au contraire, t'hésites? Moi, je suis quasiment tout le temps en surpoids. Non, sur ce film-là, par exemple, j'avais à cœur quand même d'avoir d'être assez fit. Ouais, mais oui, moi, pour l'instant, je suis pas encore à cet endroit-là. Non, c'est vrai que Tahar, par exemple, lui, il fait vraiment des performances. Il a perdu 25 kilos pour son film précédent, Alpha. Moi, on va dire que j'ai pas encore des rôles qui me permettent d'osciller et surtout d'aller vers des endroits où je dois faire une métamorphose. Mais ça m'intéresse, bien sûr. Ça m'intéresse pour l'expérience, ça m'intéresse pour plein de choses. Il y a Magali Lépine-Blondeau, elle a dit, en parlant de toi et elle, que vous étiez des bosseurs. Je me suis posé la question, ça veut dire quoi bosser au cinéma? Bosser, c'est surtout se poser des questions, moi je trouve. C'est vraiment, on a fait un gros travail à la table avec Magali et Alice, très en amont du film, genre 6 mois, 7 mois avant, pour essayer de décortiquer chaque scène. En fait, c'est ça, travailler. C'est vraiment essayer de décortiquer chaque scène, de comprendre bien les situations, d'avoir le tracé de nos personnages, vraiment de les comprendre le mieux possible. Et pour ça, tu vois, c'est des lectures qui durent 1 semaine. Okay. C'est-à-dire que tu es à la dernière page, il s'est passé 6 jours. Donc c'est intense, il n'y a pas une scène qu'on n'a pas vue, qu'on n'a pas détaillée. Parfois on réimprovise les scènes pour essayer au mieux d'être au plus juste par rapport à ce qui se joue pour les personnages. Donc c'est un travail très long. Et puis après, il y a chacun notre petit travail perso. Mais en tout cas, rester dans le questionnement, essayer de tenter des choses, essayer d'explorer, de beaucoup discuter, de connaître son texte plus que parfaitement, c'est-à-dire de même plus y penser. Donc tout ça, c'est un travail d'acteur, d'actrice, où quand on arrive sur un tournage, il faut être méga prêt. Toi, ça fait longtemps que tu es acteur maintenant. Est-ce qu'il y a un truc que tu as appris, un truc sur lequel tu as l'impression d'avoir progressé récemment, une sorte de déclic, ou est-ce que c'est un processus continu? Non, tu as raison. En fait, on évolue à chaque fois. À chaque période tu vois, on n'est pas les mêmes... Mais même sur ce film-là, par exemple, sur ce simple tournage-là, oui, L'âme idéale, qu'est-ce que tu as appris? Sur L'âme idéale, en fait, c'est plus la gestion d'émotions. Je pense, parce que j'ai l'âge que j'ai aussi, il y a des choses qui se décapsulent par rapport à la pudeur, par rapport à plein de choses, par rapport à donner ses émotions, où concrètement, j'ai plus de facilité à les convoquer et en tout cas à les amener dans le jeu. Et donc ça, je sens que j'ai évolué à cet endroit-là. Ça passe par de la technique? Oui, et en même temps par du lâcher-prise. Et en tout cas, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'être à l'écoute de sa partenaire, d'essayer de vivre la situation au maximum pour le moment où le personnage doit être touché, d'être vraiment touché sincèrement par ce qui se passe. Et ça, ça demande aussi, de toute façon ça se joue à deux, tu joues pas solo. Donc quand j'ai la chance d'avoir une partenaire comme Magali qui t'envoie une espèce de jeu incroyable où du coup c'est un peu plus simple parce que toi tu as à réceptionner, écouter et à se mettre au diapason de ça. Et puis j'ai quand même Alice Vial qui est quand même la réalisatrice qui a un regard tellement affûté et, donc en fait le jeu d'acteur, alors il y a effectivement ce qu'on apporte nous sur la table, le travail, tout ça, chacun est prêt, on essaie de jouer les situations au mieux, mais au final je pense qu'on est bons acteurs parce que on peut être bon acteur quand on a la chance de travailler aussi avec des bons réalisateurs ou réalisatrices. Après, on oublie quelque chose, mais le montage. Le montage, c'est là où se fait le film. C'est là où, en fait, quand on tourne, on prend de la matière première, on prend, je prends une pauvre métaphore, mais avec, tu sculptes un truc, et en vrai, là, t'as de la bonne glaise, et après, au montage, tu fais ta poterie. Ce qui n'est pas très glamour, mais au final, j'attends la fin de la métaphore. Attends, pour l'instant, je suis avec les mains, tu vois. Mais, c'est là où tu sculptes, en fait. Ta statue, ton truc et tout. Mais
tout se joue au montage. Et comme on ne dépend de nous, parce qu'après le film c'est fini, c'est le réalisateur qui est au montage et qui construit son film. Il faut qu'il ait le bon regard sur les personnages, sur nous, qu'il prenne la bonne prise, qu'il coupe au bon moment, que l'émotion soit... tout est timé en fait, c'est vraiment de la minutie le montage, et qui raconte au mieux l'histoire qu'on a lue. Et ça, c'est là où on ne dépend que du regard de la réalisatrice ou du réalisateur. Ça, c'est sûr. J'ai entendu que pour ce film-là, parce que tu es producteur, tu passais au montage. Tu es passé plusieurs fois au montage. Quelques fois, ouais. Et on m'a dit qu'en fait, que tu avais un énorme intérêt pour le montage, que tu aimerais même prendre des cours, enfin t'intéresser plus à ça. Ouais, j'aimerais apprendre à monter techniquement, mais oui, parce que c'est là où ça se passe. Parce que le film, c'est là qu'il se trouve. Ouais. C'est dingue. Et il y a plein de films on n'imagine même pas le nombre de films qui se sont réécrits au montage. Je pense que tous les films se réécrivent au montage. C'est une autre écriture, le montage. C'est-à-dire que... Et puis, c'est le définitif. Ouais. C'est là où on a beau avoir lu un scénar ou joué des scènes. Bon, faut presque oublier tout ça. Et qu'est-ce qui va s'écrire là ? C'est marrant parce que j'ai interviewé Alexandre Astier pour son nouveau film, La Camelote. Bien sûr. Et on parlait de montage. Ouais. Et c'est lui qui monte ses propres films. Et il m'a dit que lui, il montait au son. C'est-à-dire que des fois, il fermait les yeux. Il écoutait les dialogues et il coupait en rythme, au son. Musicalement. Et voilà. Et après, il se disait, après l'image, Alors, je comprends son point de vue, on peut le défendre, on peut aussi trouver ça bizarre, parce que le cinéma, c'est aussi du visuel. Bien sûr. Et toi, comment tu perçois ça ? Je capte son truc, du son, de la musicalité, parce qu'en fait, là où il a pas tort, c'est que, la même raison, c'est qu'il y a une certaine musicalité. Même dans les silences, c'est de la musique. Ouais. Tout est musical, et effectivement, il y a un certain rythme. Après, chacun a sa musique. Lui, il a sa musique. Une autre réalisatrice ou réalisateur aura sa musique. Mais voilà. Et c'est comment trouver sa musique, comment trouver son tempo musical. Après, je regarde les images, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur les visages, dans les yeux, dans juste un froncement de sourcils. Donc, j'y prête attention. Mais je comprends totalement ce qu'il veut dire sur la musicalité, parce qu'il y a une musicalité dans les scènes. C'est indéniable. Il y a des notes de musique partout. Après, il y a aussi donc une affaire de rythme qui se joue aussi au tournage. Quand tu fais le flambeau, la flamme, et d'autant plus surtout dans les scènes comiques où je pense que le rythme c'est important, le rythme de la vanne, quoi. C'est que ça. Est-ce que tu es en mode dans les tournages de dire parlez plus vite ? Parfois, quand on parle, on va dire normalement, ou que deux acteurs jouent la scène et qui se parlent à un certain rythme qui ressemble à celui de la vie, c'est cool, mais on ne reçoit pas la comédie des choses. Et parfois, effectivement, en l'accélérant un tout petit peu, y a quelque chose qui échappe à l'acteur, et du coup, il peut avoir la comédie. Et très souvent, au théâtre, c'est ça. Allez, plus vite, pour que ça nous échappe, en fait. Pour pas qu'on puisse réfléchir, pour pas que ce soit que ça devienne trop intellectuel, en fait, ce qui se passe. Donc, en fait, c'est pour trouver du lâcher-prise. Et que d'un coup, les choses nous dépassent. Et effectivement, il y a de la comédie qui ressort de ça, mais après, c'est pas une règle, c'est une règle parmi tant d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver le bon rythme de la scène. Et c'est pas forcément dans du sur-rythme. Après, au montage, tu trouves ton rythme de comédie. Il y a un terme que tu as employé plusieurs fois là, dans notre discussion, c'est lâcher prise. Ouais. Il se trouve que j'ai vu une vidéo sur YouTube où justement tu donnes une sorte de masterclass à des étudiants, elle date de 2014 je crois, et en fait tu leur apprends à lâcher prise. Ils font une sorte de truc un peu chelou. T'es dédigué loin. Ouais, non, mais ça m'intéresse, c'est-à-dire dans quelle mesure être acteur c'est du lâcher prise ou du contrôle, parce qu'il y a aussi une sorte de contrôle à avoir quand même. Comment tu équilibres ça ? C'est tout le truc, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut du lâcher prise pour être disponible à ce qui se passe, à la situation, à ce qu'on joue. Donc certaines détentes, lâcher prise, lâcher le cerveau, parce que en vrai, la plupart du temps, on essaye de tout contrôler. Qu'est-ce qui m'échappe, quel truc. Donc on est un peu tendu, on est un peu comme ça, et effectivement, il faut trouver une certaine détente, un certain lâcher prise pour être pleinement dans ce qui se passe, en fait. Lâcher le texte, lâcher tout ce qu'on s'est dit avant, et essayer de vivre le truc. Et c'est ça qui est le plus dur. Et en vrai, c'est dur pour tout le temps. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, bien sûr que ça s'apprend. Bien sûr que ça s'apprend. Comment on fait pour... ça s'apprend, il y a des exercices, et puis il y a aussi le temps.
Si le temps qui a à apprendre à lâcher prise, des compréhensions de choses, ça c'est un parcours d'acteur. Et il y a des acteurs qui sont tout de suite en lâcher prise, ça c'est exceptionnel. Ils sont, voilà, et d'autres qui doivent apprendre et tout. Mais ça s'apprend quand même, relativement, ça s'apprend de lâcher prise. Ouais. Il y a un autre truc marrant que j'ai vu en préparant cette émission dans le podcast Habitude, où tu parlais de fringues. Ouais. Et tu disais un truc qui était assez profond en vrai. Tu disais que les acteurs, souvent, ils sont trop bien fringués pour rester beau gosse. En fait, le personnage, toi, tu regardes, tu vois un film, et tu vois avec en gros les fringues que porte l'acteur et tu n'y crois pas. Ça, c'est un truc qui a l'air un détail, mais en fait, c'est hyper important. Ouais, d'avoir des sapes qui correspondaient à son personnage. Après, il y avait, moi, je prenais en exemple là-dedans, je crois, les films américains des années 90, où, je sais pas, n'importe quel film, les gars, je sais pas pourquoi, quel que soit, ils avaient des looks exceptionnels. Ouais. Ils avaient des suites, tu te dis, ouais, mais c'est où il a acheté, c'est quoi ces suites? Des vestes, des pompes, quel que soit le truc, il y avait du style. Et je trouvais ça pas mal. En fait, parfois, on est dans nos rôles un peu trop... il vend des timbres et il doit s'habiller comme ça. Bah non. En vrai, il peut avoir... ça l'empêche pas d'avoir du goût. Qu'est-ce qu'on en sait? En fait, pourquoi on rangerait les gens dans des cases sociaux, professionnelles, et donc il fait ce taf-là, alors il devrait avoir ces sapes-là. Les gens sont un peu plus complexes que ça. Et donc, dans ce truc-là, je me disais que c'était intéressant de mettre un peu de style, quel que soit l'endroit. Alors bon, je suis pas le mec le mieux sapé dans les films, on va pas se mentir. Non, il y a des... mais en tout cas, dans Family Business, on avait fait un effort là-dessus, justement, parce qu'on voulait qu'il y ait un peu de style, un peu de DA aussi dans les sapes, et que chez ces personnages, ils sont bouchés, et alors ils aiment les sapes. Donc, mais après, c'est pas évident. Après, il faut que ce soit en accord avec le réal, tout ça. Donc, la costumière aussi. La costumière, bien sûr. Ou le costumier, d'ailleurs. Enfin, qui que ce soit, mais en tout cas, dans ce département-là, il faut que ce soit en adéquation, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y a parce que du coup, ça m'a fait marrer, je me suis dit, est-ce que toi, quand tu regardes un film, peut-être que tu le regardes un peu différemment de moi ou quelqu'un d'autre, parce que tu as un regard de professionnel. Est-ce qu'il y a des détails auxquels tu fais attention dans le jeu d'un acteur qui veulent dire beaucoup pour toi, alors qu'un mec lambda va pas percuter, quoi? Non, je regarde surtout, moi, le montage. Ok. C'est surtout ça, moi, que je regarde. C'est comment c'est monté. C'est très bizarre. Alors, ça dure 5 minutes, après je me fais emporter par le film et tout, et quand, tu vois, mais c'est surtout sur le rythme, sur le montage. Tu en as parlé avec Quentin Dupieux, parce que tu jouais dans Dali, lui, tu sais, il monte après, c'est incroyable. Il monte juste après, en fait, il fait un pré-montage après les scènes, et c'est lui qui monte, quoi. Et il monte tout, et en 5 minutes, tu as déjà un bout de scène, il te montre, mais regarde, tu as les 30 premières minutes, là, tu fais, oh la vache. Mais quand tu as fait ça, là, tout à l'heure, il est impressionnant. Il fait son cinéma, et franchement, c'est trop beau à voir. De la manière dont il fait son cinéma quand tu es de l'intérieur et comment il fabrique, et qu'il est tout seul à l'œilleton, et il est là, et sa lumière, il utilise la lumière du jour. C'est impressionnant. Et c'est génial comment il a réussi à plier tout ce qui est une grosse machine. Non, il a dit, ce sera, voilà, j'ai besoin de ça, et ce sera mon univers, et comme ça que je fais du cinéma, et ça, je trouve ça un exemple à cet endroit-là. Ouais, c'est une petite équipe, quoi. Ouais. Il a plié l'industrie à sa manière de faire du cinéma. Ça, je trouve c'est remarquable. On dit qu'effectivement, tu as réalisé le Flambeau, La Flamme, mais là, tu as réalisé le prochain... J'ai co-réalisé en plus, mais oui. Le prochain Astérix, là. J'écris pour l'instant. On est en écriture, on est en écriture. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur ce projet écrire avec moi. On travaille dessus, mais... Les 12 travaux d'Astérix. Ouais, a priori, c'est ça. Parce que... a priori, c'est ça. Voilà, c'est balèze à écrire ce film-là. Ouais. Et puis surtout, c'est très exigeant comme film, donc il faut y passer du temps. Voilà, et c'est ce qu'on fait, on passe du temps dessus, on développe. Et encore une fois, je suis très bien accompagné, donc c'est cool. Tu jouais en plus dans le Canet. Ouais. Le Canet, alors, je trouve pareil, j'ai discuté avec lui, il me disait qu'en fait, il y avait Hachette qui avait un droit de regard sur le scénario, et qu'en fait, par exemple, Canet sur son Astérix, il était moins libre que Chabat sur son Astérix, parce qu'il y avait une prod autour qui faisait gaffe par rapport au perso. Toi, tu as quelle marge de manœuvre sur Astérix ? Il faut respecter les personnages, ça c'est sûr. Ils existent avant nous, tout ça. Et après, c'est comment tu arrives à communier ton univers ou ce qui te semble drôle avec le leur. Donc, ouais, mais c'est
franchement, ça peut être cool aussi, de mêler ces deux univers-là. Et en plus, il y a des jointures, il y a des choses voilà, où ça peut se rejoindre. C'est pas deux planètes totalement différentes. Je ne vais pas refaire l'histoire de toi qui part aux États-Unis. Ça, tu peux. Ça, c'est bon. C'est dans La Veillée, pour ceux qui veulent aller voir La Veillée, tu le racontes très bien. Mais tu avais quand même une sorte, pas d'obsession, mais d'intérêt pour les États-Unis. Je me suis demandé s'il y avait des acteurs américains que tu avais en modèle ou des trucs. J'en ai eu plein. Non, mais les États-Unis, en termes d'acteurs, surtout à mon époque, enfin, je veux dire, le cinéma américain, il y avait que des masterclass en fait. Il y a eu quand même un âge d'or du cinéma américain, surtout à ma période, t'imagines les années 2000. Ouais. Boum, boum, des Paul Thomas Anderson, des Tom Hanks qui sortent. Enfin, moi, je suis très fan de Tom Hanks. Ouais. Donc, on est quand même dans le 90-2000. C'est un âge d'or de l'espace du cinéma américain. Donc, on est en plein dedans. Donc, oui, on est fasciné. Puis, on est fan de Michael Mann, de De Niro, Pacino. Donc, en fait, on est dans cette culture-là du jeu, un peu acteur studio, où on se dit. C'est pour ça que j'ai été aux États-Unis à la base. On a cru qu'on allait faire l'acteur studio. Total, on a ramassé des assiettes. Ouais. Mais c'était cool de ramasser des assiettes. C'est déjà une chance parce qu'il fallait trouver un taf et tout. Il y a Uncut Games aussi, je crois qu'il aime bien ce film-là. Uncut James, ouais. Ouais, c'est mon anglais, tu vois. Uncut Attention. G-E-M-S. Ce film, il est incroyable, Uncut Les James. frères savent dire. Ouais. Pourquoi t'aimes ce film, par exemple, Uncut James, mais parce que ce film m'a rendu fou. Déjà, la DA de ce film, je la trouve incroyable. Et je sais pas, il a la couleur de l'acier, je sais pas, il y a du violet, enfin, il y a une DA chez eux que j'adore. Il contraste très fort. Et puis surtout, enfin, l'endroit. En fait, moi, c'est un film qui m'a rendu fou. Dans le sens où, comme le personnage nous rend fou, parce que c'est un parieur complètement malade qui joue avec la vie et la mort en permanence. Donc moi, je me souviens, j'étais obligé d'arrêter le film. Je sortais de la salle, je disais, j'en peux plus. Et je revenais, tellement le perso d'Adam Sandler me rendait, mettait mal en fait. Ouais. Je me dis, mais il est bête, il est fou en fait, il veut quoi? Il veut crever. Et donc, je sortais, je re-rentrais pour... tellement il me mettait... il m'a mis en tension, ce film. Et je trouve ça génial d'être mis en tension dans un film, quoi. C'est quoi, toi, d'ailleurs, les derniers gros chocs esthétiques au cinéma que tu as eu, enfin, les trucs qui t'ont vraiment marqué? Le dernier gros choc, alors c'est pas des chocs, mais vraiment, c'est quand même des trucs où tu fais wow. Poor Things. C'est le truc de Lanthimos. Ouais, Lanthimos, ouais. Où quand même esthétiquement parlant, enfin c'est assez bluffant tout cet univers-là où d'un coup t'es assez waouh. Avec du carton, avec des choses comme ça, un peu Méliès et tout, mais je trouve que c'est très fort, très puissant. On arrive au terme de notre conversation, il y a juste 2-3 trucs que je voudrais qu'on se pense sur le futur. Donc Astérix, tu m'as dit, t'es en écriture. Ouais, en écriture, ouais. Mais donc, horizon, sortie, on sait pas. Ouais, on sait pas pour l'instant, franchement, c'est que de l'écriture. Il y a quand même, donc il y a eu La Flamme, Le Flambeau, et puis tu as dit qu'il y aurait sans doute un 3e épisode, peut-être au cinéma, peut-être inspiré de À couteau tiré de Rian Johnson. Ça, j'en ai parlé, ouais, mais pareil, en fait, c'est des trucs, il y a eu des versions décrites et tout, mais après, bon, en fait, quand il y a autant de gens, c'est pas que c'est une galère pour convoquer tout le monde, et tout le monde a ses emplois du temps, donc après, ça s'est mis un peu dans le tiroir et tout, mais c'est là. Hein. Ouais. Mais Marc va revenir. Ouais, j'espère un jour. Franchement, ce serait trop cool de les revoir tous. Mais c'est vraiment au cinéma? C'était l'idée. Après, on verra si ça a sa place au cinéma ou pas. Mais en tout cas, moi, ça nous éclatait de faire un couteau tiré avec cette bande-là. Ouais, le Cluedo, une espèce de Cluedo où tout le monde, on pourrait comprendre tout le monde qui a envie de se buter. Donc, c'est l'idée, ça sera ça, a priori. C'était ça. Maintenant, après, ça se trouve, on va relire, on va faire waouh, c'est catastrophique, on réécrit. Donc, on verra. Mais c'était ça l'idée à la base. Et franchement, c'était fun. Mais oui, on verra. Est-ce qu'on te verra un jour dans un film de kung-fu? Parce que je sais que tu es fan de ça. Moi, je te vais te dire un truc, c'est que je suis ultra fan de Jackie Chan. Donc, moi aussi. Je suis plus Jackie Chan que Bruce Lee, en vrai. Moi aussi, les films hongkongais, Police Story, tout ça. J'en ai vu tellement. J'ai été élevé avec les films de Jackie Chan. Donc, qu'est-ce que t'aimes dans ça? Dans les films de kung-fu? Ouais. Le kung-fu. Il n'y a que ça qui me plaît. C'est comment. Et puis les chorés. Puis Jackie Chan, c'est un cascadeur de génie, donc il saute de voiture, il passe entre deux. Tu sais pas comment il fait en fait. Mais
Ah ouais, les films de kung-fu, ouais. Est-ce qu'un jour tu feras un one-man show? Je sais pas. Est-ce que t'en as Après, envie? je pense que, je sais pas, quand je vois les gars, ils sont tellement forts. Tu vois, les jeunes générations sont tellement forts. Enfin, il y a tellement de gars forts, je sais pas s'il y a besoin que je rentre dedans. Non, mais par contre, non, mais refaire du théâtre. Comme j'ai jamais fait de one-man show et juste raconter des histoires, parfois, devant des gens. Mais tu vois, de faire du théâtre, ouais, ça me manque, par exemple, la troupe. Ah ouais? Ah ouais. Qu'est-ce que tu as au théâtre que tu retrouves pas? En fait, déjà de pas seul. Et en plus de ça, non, en fait, la troupe, les répètes, se prendre la tête pendant 1 mois et demi à essayer de comprendre ce qu'on raconte. Enfin, il y a quand même des trucs, moi, qui me plaisent beaucoup. Et puis, les valeurs du théâtre, elles sont démentes, en fait. Et c'est trop bien. Et puis, je sais pas, d'être avec une troupe pendant des semaines et des semaines, moi, ça m'éclate. De rire, de trucs, de remettre en jeu chaque soir, de remettre les gants chaque soir et de se dire, OK. Donc ça, t'aimerais bien faire du théâtre? Ouais, de refaire du théâtre, j'adorerais, mais bon, il faut avoir le temps, mais j'adorerais, ouais. Après, le one man, c'est fun aussi. Moi, j'ai pris des shoots quand j'ai raconté des histoires, notamment à la veillée. Ouais. Ton séjour aux États-Unis, c'est incroyable. Et c'était un shoot, en plus, j'avais rien écrit, donc c'est sorti comme si je te racontais l'histoire, tu vois, face à face. Mais du coup, j'étais là, je fais, oh, waouh, j'ai envie de rester encore plus. Et je comprends je comprends l'adrénaline que vivent ces gars-là, c'est les gens qui font du stand-up, c'est impressionnant. Et je comprends ce shoot. Eh ben merci. Merci à toi, c'était très cool.